Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne. On s'était quitté avec une très belle victoire face à Nantes, depuis une victoire à Auxerre, une victoire face à Lille après la trêve, et on a encore le sourire encore avec un match totalement fou, avec un scénario incroyable. Euh, on a une équipe un peu remodelée aujourd'hui, un animateur qui est au fond de son lit, mais on a encore une belle équipe. Pierrot, qui était cette semaine, hier même, à l'entraînement en VIP. Qu'est-ce que tu en as pensé, Pierrot? Bah écoute, c'était un entraînement très cool. Euh, Plus vu qu'en ce moment, c'est un peu tous à huis clos, avoir la chance de pouvoir y assister, c'est assez sympa. Et comme les résultats, tu vois que l'équipe et le groupe vivent plus que bien et ça se ressent vraiment à l'entraînement. Et c'est pas une surprise qu'on soit dans un bon mood quand tu vois comment ça se passe en off. Bien. Et toi, Raphaël, qui est aussi avec nous, ça va, Raphaël? Alors, ce match, est-ce qu'il a été fructueux en termes de statistiques? Pas terrible, pas terrible. On a plutôt subi tout au long du match, à part sur les 30 premières minutes. Donc, c'est peut-être le moins intéressant à décortiquer d'un point de vue data, parce on a plutôt joué quasiment à la Pellissier, entre guillemets. On a moins construit, on a été plutôt en réaction. Et on a eu beaucoup de réussite. Ça change aussi avec ce qu'on a pu connaître les saisons passées. Donc on reste sur une énorme dynamique, et j'ai jamais vu un scénario aussi fou et un dénouement aussi dingue à 10 contre 11. Donc non, super émotion et gros, même si je l'ai vécu enfin, via la télé, du coup le moustoir avait l'air d'être en feu. Je pense que Pierrot pourra nous en parler bien mieux que moi. Bah, Donc, je te- après le deuxième but, c'était la bombe Monera en tribune. donc, justement, on va commencer à débriefer ce match. Et donc, il y a un peu deux parties. On va commencer par la première demi-heure. Donc, avec un début de match assez classique, on ressort très bien malgré une pression qu'on attendait très haute de Lille. Euh, Comment tu juges cette première demi-heure, Pierrot, par rapport à ce que tu attendais de Lille? Est-ce que c'était similaire à ce que tu attendais? Oui et non, je m'attendais pour le côté oui, je m'attendais à un très bon Adamounas qui sur tout le match nous a fait très très mal, surtout le côté gauche. Et après, un peu surpris que le fait que l'autre côté de l'attaque lilloise était assez fébrile, tant mieux pour nous. Par contre, défensivement, je trouve que Lille était assez faible, surtout le côté latéral droit, parce que les deux buts viennent à cause des deux latéraux droits qui se sont remplacés successivement. Notre attaque chez nous, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu sur les 30 premières minutes. Après, c'était beaucoup plus haché. Je pense qu'on reparlera après de la deuxième mi-temps. Mais deuxième mi-temps, c'était pas du tout ça. Et après, défensivement, moi, en première mi-temps, chez nous, je vous ai trouvé ultra solide et jamais vraiment inquiété à part sur le côté d'Adamounas. Mais le problème, c'est que il a fait 7545 centres Hmm. flottant à chaque fois au point de pénalty. Donc, à un moment, tu surprends personne en faisant ça tous les 2 minutes, quoi. Donc on va revenir d'abord un peu plus sur le plan offensif. Raphaël, alors on est en ce début de saison, on arrive souvent à toucher les ailiers, on utilise beaucoup la profondeur, parfois avec du jeu long, mais du jeu long qui est plutôt bien réfléchi. Là, qu'est-ce que tu as pensé de l'apport des ailiers, donc Ouattara et Diarra ce week-end? Est-ce qu'ils ont été mieux ou moins bien utilisés par rapport au match précédent?
Ouais, je pense dans l'utilisation, c'était conforme à ce qu'on voit d'habitude. C'est juste que je pense qu'il y a eu un petit peu moins de combinaisons à partir de la demi-heure Mm. de jeu. C'est surtout ça en fait. Mais on a plutôt commencé sur d'assez bonnes bases. Et comme le disait en intro Pierrot, c'est vrai que avant l'exclusion de Ouattara, on se sent pas non plus en réel danger. Mais pour revenir sur le plan offensif, bah, il y a Ouattara qui est revenu un petit peu dans ses travers, à manquer un peu de justesse et Mm. presque à rater ce qu'il ratait plus du tout depuis le début de la saison. D'ailleurs, si on enlève même son carton rouge, je pense que même l'équipe lui mettrait enfin, une très mauvaise note. Là, il a eu 3, mais bon, je pense que le carton rouge Mm. lui a au moins enlevé 2 points. Mais même, j'ai trouvé, je pense que le- l'action qui fait un peu changer le cours du match, c'est le ballon qui ne relance pas proprement, il dribble un Mm. Lillois à l'entrée de notre propre surface de réparation, il fait faute derrière, ça lui prend, enfin, enfin globalement sur cette action-là, il fait n'importe quoi, il prend un jaune et derrière ça conditionne aussi bah, son match derrière parce que il est en retard, il met une semelle sur un mollet, carton rouge du coup, enfin double carton jaune, carton rouge. Donc, mais je l'ai trouvé moins. Je sais pas si Mm. c'est de la fatigue, je sais pas si c'est Lille ou si c'est son utilisation sur certaines séquences, mais ses appels, il a eu ses ballons, il a quand même touché pas mal de ballons pour seulement 60 minutes de jeu. Mais limite, Diarra a rendu une meilleure copie finalement au niveau offensif. C'était assez intéressant, même si la deuxième mi-temps a complètement été enfin, la physionomie de la deuxième mi-temps a limité complètement nos Mm. velléités offensives, parce que clairement, on jouait très très bas. Donc, puis après, même sur le plan défensif, on a eu énormément de mal à bien presser efficacement. Ils trouvaient énormément de disponibilité sur les côtés notamment. Et Pierrot l'a dit aussi très justement, on a subi 40 centres de la part de Lille. Et pourtant, on a plutôt été très bon sur ces phases défensives, finalement. Mm. Donc, bon, ils ont quand même trouvé la faille. Mais non, pour revenir à la question initiale, parce que je fais une digression, mais globalement, c'était assez. Pour les ailiers, c'était assez convenable dans le plan de jeu. Après, je trouve que c'est plutôt au milieu où, après les 30 premières minutes, on a commencé à déjouer. C'était moins compact. On commençait à se désunir au milieu. C'était un peu moins plaisant à voir que d'habitude. Peut-être aussi le rôle le rôle de Mofi un peu moins précieux en décrochage, etc. Et Mm. je sais pas si du coup l'apport de Ponceau sur ce match, à part quelques combinaisons, a été aussi fort qu'à l'accoutumée. Donc voilà, Mm. moyen sur cet aspect-là d'animation. Donc Pour, on reviendra pour sur. revenir à ce que tu disais, du stade, ça s'est vu que Mofi redescendait moins et participait moins que d'habitude. Déjà en première mi-temps, ça se voyait. En deuxième mi-temps, il y était plus. Son remplacement était très très tardif, j'ai trouvé personnellement. En plus, c'était Par- tout seul devant à défendre, puisqu'on était en 4-4-1 quand on était réduit à 10. Mm. Avant de passer sur le système à 3 défenseurs à la toute fin du match. Donc après, il était très esselé à la fin. Mais même si je trouve que quand le 4-4-2 coulissait vraiment assez bien, comme on le disait tout à l'heure, on s'est trouvé assez costaud jusqu'à la 60e et l'exclusion. Je pense que c'est aussi grâce à ça. Et la défense aussi a été assez imperméable là-dessus. Donc, et puis le jeu aérien aussi, je sais pas si on y reviendra, mais on a été Mm. assez dominateur à ce niveau-là. Ouais. Donc pour finir sur cette première demi-heure, euh, j'ai trouvé aussi qu'on s'est un peu, malgré la pression du bloc lillois, qui est sûrement l'équipe qui nous a le plus pressé après le Lens cette saison, on pourra en rediscuter, mais on a beaucoup joué à l'intérieur du jeu avec parfois des phases avec énormément de courage. On a vu par exemple Le Goff faire quelques ballons lobés vers le fait dans des situations qui étaient très resserrées. On a vu du jeu court qui était extrêmement précis. On a moins vu les triangles sur les côtés qu'on pouvait voir avec
un Lefebvre ou un Bergel en pivot, mais parfois un peu plus recentré, malgré un bloc qui était très haut. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi, même si ça s'est perdu un peu au fil du match, ce début de match avec beaucoup d'ambition et de montrer qu'on était un peu sûr de nos qualités aussi et de ce qu'on avait acquéri? Pierrot, vas-y. Ouais, j'ai commencé. Ouais, moi, je te rejoins là-dessus. Après, je pense que le fait que le milieu lillois soit intrinsèquement plus fort que celui de Lorient Mmh. fait qu'au bout d'un moment, tu prends le dessus. Je pense qu'aussi, il y a encore, même si t'as un retour de trêve, il y a encore de la fatigue. T'es pas encore habitué à faire autant d'efforts. Parce que mine de rien, tu as très peu le ballon, donc tu cours beaucoup, tu fais beaucoup d'efforts. Depuis le début, on sent des joueurs un peu fatigués comme un Bergel, même s'il fait un bon match. Mmh. Ça reste dans la lignée où le milieu, où on se disperse vite, surtout contre une équipe contre Lille, où en face, il y a du répondant. Ça se voit moins quand en face, les joueurs sont moins performants ou dans des équipes moins performantes. Mais là, ça se voit un peu plus, même si au final, ça n'a pas eu un très grand impact, je trouve. Donc, on va passer maintenant sur un rapport de force. Donc, vous évoquiez justement, évoquiez Pierrot, Adamounas, le duel Adamounas-Vincent Le Goff. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé un peu les défauts de Vincent Le Goff qu'on pouvait pointer la saison dernière? Et est-ce qu'il a abordé un peu ce match dans la peur ou est-ce qu'il était simplement contraint de jouer comme cela face à Adamounas? Laurent. Non, moi je l'ai pas trouvé. Enfin, évidemment, il était en difficulté par les qualités intrinsèques d'Ounas, mais du coup, globalement, je l'ai pas trouvé sur le reculoir comme à son habitude c'est les 2 dernières saisons. Il sortait sur le joueur, évidemment, il s'est fait passer plusieurs fois, mais globalement, ça a pas. C'est sûr qu'ils avaient ciblé cette faiblesse-là, soit sur le différentiel de vitesse, soit sur le fait qu'il était facilement éliminé par son vis-à-vis. Et puis après, c'est encore une fois, c'est les qualités intrinsèques de l'ailier lillois qui a pu faire la différence de temps en temps. Mais comme le soulignait Pierrot aussi tout à l'heure, il aurait pu centrer une centaine de fois, on était quand même à la retombée. Donc en fait, l'impact n'a pas été majeur, même si on a l'impression que la faille venait vraiment de ce côté-là. Ça, c'est clair. Donc non, je dirais pas que du coup il a été, non, il a pas refusé le combat comme parfois on a pu le voir sur certains enchaînements de matchs où on le voyait défendre à 2 mètres du porteur et être sur le reculoir. Je l'ai moins trouvé dans ces phases aussi parce qu'on était déjà très bas et que bah, de toute façon il fallait sortir sur le bonhomme. Donc je pense aussi que la contribution des ailiers sur le plan défensif, c'est moins vu aussi sur ce match parce qu'on a aussi joué une bonne partie de la rencontre à 10. Et puis après, on a subi aussi sur toute la deuxième période. On a 32% de possession sur la deuxième période, alors qu'on est quand même à 45 sur la première. Donc c'est deux matchs complètement différents. Moi, Pierrot, tu es d'accord avec cet avis ou tu serais plus mitigé ouais, je sur... suis d'accord avec cet avis et je pense que c'était voulu que le Goff soit aussi bas et que la défense soit aussi basse sur ce match. Parce que les ailiers de Lille aiment bien avoir de l'espace, prendre l'espace dans le dos des défenseurs. Et quand t'as aucun espace derrière le dos de la défense, bah, ils sont contraints à faire autre chose que sur leur schéma habituel. Et là, ça s'est bien vu. Ounas, à part centrer, il a réussi à faire que ça. Il a quasiment jamais passé le goff en un contre un. Et de l'autre côté, Bamba, on l'a même pas vu du match. Donc, sur ce coup-là, c'est un bon coup tactique parce que Ounas, c'est quelqu'un qui prend beaucoup derrière la défense, qui aime bien les espaces. Et là, lui fermer les espaces, ça anéantit principalement le plan de jeu du LOSC. On va revenir au fait de match. Et il y a ce but très rapide. À la 9e minute, donc Kaloulou qui lance Ponceau sur le côté droit. Ponceau qui prend la profondeur.
et il distille cette très belle passe pour Stéphane Diarra, un peu passe à l'aveugle, c'est en une touche. Et il y a Diarra qui, on ne sait pas s'il veut tirer, centrer, c'est un peu excentré, mais c'est contré par le défenseur, ça fait un but contre son camp. Stéphane Diarra, principalement, comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'il est dans la lignée de sa progression de ces derniers matchs, où il était un peu plus en dedans aussi par le contexte du match qui n'a pas forcément valorisé nos ailiers? Pierrot? Moi, je trouve de mieux en mieux déjà au fil des matchs. J'avais beaucoup de mal au début, là je trouve il s'imprègne un peu mieux du collectif. Il est un peu plus, il va un peu plus de l'avant. Après, c'était assez compliqué, même si c'est lui, c'est de lui où vient l'ouverture du score. Donc ça montre le bon travail qu'il continue à faire. Il va prendre un peu confiance avec ça. Moi, je trouve qu'il a fait un match plutôt correct. Euh, Peut-être, tu vois, je suis déçu qu'ils sortent. Un joueur que j'aurais fait sortir avant la fin du match, même si son remplacement fait qu'on marque un deuxième but. Mais s'il y a vraiment un ailier qui était vraiment pas dans son assiette, c'était Ouattara. Et Raph l'a très bien parlé tout à l'heure, mais on dirait, j'ai trouvé qu'il a fait un match, un match correct. Et, euh, c'est plutôt rare de m'entendre dire ça de Stéphane Guerra. Donc, on l'a déjà évoqué. Après la 30... vas-y. Raphaël. Ouais, en fait, le seul bémol, c'est plus sur la partie transmission, donc qualité de passe sur cette rencontre où c'est un des Lorientais avec le moins de précision sur les transmissions, alors même qu'on a, depuis le début de saison, plutôt hissé sur ce niveau-là, beaucoup plus propre dans les passes, etc. Vous regardez les statistiques globales de chaque match qu'on a pu faire sur les 2 dernières années et cette saison, ça n'a absolument rien à voir. Comme si du coup on avait retrouvé des joueurs de foot. Bon, je suis un peu dur, mais globalement, là sur ce match, c'est plus sur cet aspect-là où, ouais, où il a pas sorti son épingle du jeu. Après, comme je le disais sur le dernier podcast, il a aussi une grosse contribution au pressing et à la défense. Donc il faut aussi regarder aussi la copie dans son ensemble. Et puis, même si sur les transmissions, il n'a pas été au top, c'est pas un joueur qui a l'habitude de perdre non plus trop de ballons. Donc, non, plutôt sobre. Donc, Pierrot l'a dit aussi, c'est un match qui, évidemment, compte tenu de sa physionomie et de sa tournure, il n'a pas pu non plus exprimer l'ensemble de sa palette, notamment sur le plan offensif. Euh, Justement, on parlait de Diarra. On voit peut-être pas encore l'explosivité qu'il peut montrer on va dire, des bouts d'entraînement, des vidéos qu'on avait pu voir à son arrivée ou des bribes qu'on a pu voir on va dire à son arrivée au FC Lorient. Mais en plus de Diarra, quel joueur vous pensez ont le plus bénéficié en fait de cette confiance qu'a amené Régis Lebris? Bah, on peut citer Lefebvre, mais ce sera un cas un peu facile parce il a déjà une base très importante. Mais un joueur qui part de loin cette saison, est-ce que c'est Diarra finalement qui en profite le plus de ce contexte? Vas-y, Raph. Ouais, bah, je pense que peut-être que j'enlève les mots de la bouche de Pierrot, mais clairement, c'est Ouattara, même s'il fait un match euh, médiocre face à Lille. Enfin, aujourd'hui, c'est l'impact player par définition, capable de finir, capable de faire des passes décisives. Franchement, à la fin de la saison dernière, et je pense que je suis pas le seul à penser ça. On se dit pas que Ouattara a une marge de progression aussi forte en si peu de temps. Peut-être qu'on pouvait se dire, ouais, en 2 saisons encore, en travaillant, en étant plus rigoureux et surtout peut-être en débridant un côté mental, parce qu'en fait, moi je trouvais qu'il se procurait les occasions, qu'il se mettait en situation, mais qu'on l'attaquait sur bah, le dernier geste, la finition, la dernière passe, etc. Et c'est sûr, en fait, il avait tendance à gâcher, mais il créait. Là, il continue à créer et en plus, il est fin sur ses derniers instants d'action.
Donc là, ça a manqué sur ce match-là et je pense que psychologiquement, moi, j'ai jamais vu Ouattara dribbler, encore une fois, faire des bêtises, entre guillemets. Donc je sais pas si ça gonfle pas trop au niveau du ciboulot, mais globalement, enfin, je pense qu'il faut qu'il redescende un petit peu aussi et en remettant les fondamentaux qu'il a pu avoir depuis le début de la saison. Mais aujourd'hui, le joueur le plus transfiguré, c'est Ouattara et de très loin, même si en effet, je pense que c'est ça que tu voulais exprimer, Lucas, le fait en ayant les clés du camion. Aujourd'hui, il a toute sa palette à la fois offensive et défensive. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas du tout le même rôle aussi aujourd'hui. Bergel en point de basse en 6, c'est pas le même joueur qu'en 8 à sortir sur le porteur et à cadrer sur les 2 dernières saisons. Donc je pense qu'aussi il y a au-delà de reprendre les joueurs, parce que quasiment sur le plan offensif, on a quasiment les mêmes joueurs que l'année dernière, c'est surtout le dispatch des rôles et la manière de faire travailler les individualités ensemble. C'est surtout ça qui est très différent et dans la physionomie de plutôt se dire on va se protéger en étant bon à la récup, mais aussi en étant fin sur les transitions. On l'a été avec Pélissier sur certaines séquences, mais du coup c'est plus ça. Mais je garderai Ouattara en première place de ce classement des joueurs transfigurés. Mm. Pour, Moi, je suis Ah, assez je pense que d'accord. Pierrot voulait réagir aussi. Je suis assez d'accord. Je dirais même que offensivement, avec les mêmes joueurs, la seule chose qui change par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a enfin 2 ailiers et pas deux mecs qui sont au centre et qui courent et qu'on leur balance la balle et essayer de l'attraper en galopant vite. Là, tu as vraiment quelque chose qui se construit avec 4 joueurs offensifs au centre. Euh, je pense que c'est un tout. Je pense que le changement d'entraîneur, il a rabattu les cartes. Ça laisse la chance à des joueurs qui étaient un peu au placard de se montrer. Le fait qu'on n'avait pas d'ailier à part l'orienté pur, ça donne direct la chance à Diarra et Ouattara de commencer direct cette saison. Et après, transfiguré, moi je trouve que Le Goff fait sa meilleure saison à Lorient et il était temps. Ouais, par rapport à ça, j'ai un autre point, c'est que ça part aussi des quatre de base, les quatre défenseurs, où en fait il y a une volonté aussi de mieux relancer et de relancer assez proprement. Et la sérénité que dégage la défense aujourd'hui, ça permet aussi de construire les actions de plus bas plutôt que de jouer trop vite vers l'avant et de balancer de temps en temps. Sur le jeu long, c'est beaucoup moins une option aujourd'hui et les choix, les sélections de choix un petit peu à la passe sont complètement différents. Et finalement, Le Goff, c'était peut-être l'année dernière celui qui avait la meilleure qualité de relance hein, sur les quatre de derrière. C'est souvent le joueur le plus utilisé, celui qui touche le plus de balles sur les relances. Je sais pas pourquoi, mais à Lorient, ça relance toujours à gauche hein, depuis la nuit des temps. Mais globalement, c'est un circuit, hein. C'est un circuit et quand on regarde d'où viennent certains buts de Lorient, Ajaccio par exemple, ça repart de la surface de réparation, quoi. Donc c'est aussi la qualité et la volonté de bien construire. Et il y a un dernier point par rapport à ça, c'est que en ayant aussi un bloc équipe plus dense et qui a envie de jouer, c'est pas, on voit pas tout de suite les joueurs partir dans la profondeur dans un premier temps de repossession. On les voit plutôt partir dans un deuxième temps de possession, c'est-à-dire relance courte, puis après ça part. C'est-à-dire il y a deux, trois passes, puis après ça se projette. Alors qu'avant c'était on récupère, on se projette et on balance. Ça en fait dans les séquences, il y a vraiment le temps de récupération, transition en place, séquence. On regarde où la défense adverse est le moins bien, la moins bien couvert et on joue un point d'appui, souvent Mofi. Et c'est peut-être ça qui a manqué aussi face à Lille. Et puis après, on joue sur l'ailier qui a pris son vis-à-vis à défaut, quoi. Donc, totalement, on va continuer sur la tactique un petit peu. On reviendra sur la défense juste après. Un joueur qui est arrivé donc, sous Pélissier, donc à Bergel, qui avait un fort déficit aussi technique,
Il a énormément progressé, donc à la passe, à la relance sous Pélissier. Et cette saison, on va en discuter, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup progressé aussi tactiquement dans ses déplacements. Par exemple, je vais prendre le cas de ce match. Il dézonnait parfois beaucoup sur les côtés pour comme si il allait créer un lien avec le latéral et l'ailier. Et ça laissait énormément d'espace à Lefebvre qui venait gratter cet espace à certains moments. C'est des choses qu'on ne voyait pas. C'est peut-être des consignes qui changent aussi. Mais en fait, appréhender une tactique aussi pointue très rapidement, plus avoir des initiatives aussi poussées pour un joueur qui était, comme utilisé l'année dernière, pour son pressing et qui n'avait pas forcément on va dire, de zone précise. Comment vous jugez cette progression pour Abergel? Je reviendrai peut-être sur plusieurs choses. Donc, Abergel, il a souvent été aligné en numéro 8, si je puis dire, souvent axe gauche. Donc, il avait souvent une contribution avec le côté gauche. Il était souvent à ce poste-là, dans un rôle où il était un cran plus haut, clairement, et surtout dans un jeu de chasseur, de chasse-ballon et de pressing tout terrain, etc. Donc déjà, dans sa mobilité, c'est plus le même. Mm. Il y a moins de courses à haute intensité pour aller chasser le ballon sur la largeur. Globalement, il fait moins de fautes aussi, parce que du coup, il presse moins. Après, sur le rôle avec le fait, sur la complémentarité, on défend en 4-4-2, hein. Donc du coup, en fait, le fait sur le plan défensif, il est à la même hauteur qu'Abergel. En revanche, c'est Abergel qui, dans les transitions offensives, va rester en retrait pour du coup avoir une assise défensive plus importante. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la palette de chasseurs, il l'utilise beaucoup moins aujourd'hui. Mais par contre, ça lui sert aussi comment dire, de base aussi comment dire, de base technique aussi pour se dire qu'il est capable de bien défendre. Et puis après, la grosse évolution, c'est que aujourd'hui, enfin, on lui demande pas, mais globalement, il est beaucoup plus propre dans ses transmissions. Ça se voit sur les pourcentages de passes réussies, notamment parce qu'il est un petit peu plus bas et qu'il va plutôt chercher ses partenaires plutôt que lui de porter le ballon ou d'aller faire l'avant-dernière ou dernière passe. Donc c'est surtout ça dans son rôle. Donc oui, évidemment, en placement, on lui demande d'être beaucoup plus juste et judicieux parce que c'est la pointe basse et qui doit valoriser ses ailiers, Lefebvre, Ponceau dans son jeu de position et dans son jeu de passe. Donc en fait, ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, il vit une toute autre saison. Il est plutôt au service d'eux plutôt que le joueur un peu box-to-box qui pouvait de temps en temps créer une différence par des courses ou à la passe. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs beaucoup moins se projeter et avoir beaucoup moins d'options de frappe à mi-distance. Donc, et ça se voit sur ses positions moyennes aussi en match. Par contre, il touche plus de balles. On va redescendre d'un cran. Donc la défense. Donc, un des problèmes la saison dernière, c'était donc les duels aériens. On l'a aussi cité en début de saison. C'était pas encore forcément rodé là-dessus. Et il y a un joueur qui ressort maintenant dans cette défense, c'est Talbi, notamment dans les duels aériens. Je pense que tu pourras confirmer, Raphaël, sur ce match. Je crois que c'est 6 duels aériens qui sont Ouais, gagnés. ouais. C'est même Euh, 8 sur 8 si en fonction de certains fournisseurs statistiques, mais c'est bien 100% de duels aériens remportés par le Tunisien. Et si je peux compléter du coup ton propos, c'est le match où on a le pourcentage de duels aériens remportés le plus important. Et j'ai l'impression que c'est des éléments qui montent en puissance. À Rennes, 29%. Face à Lille, 57%. Genre absolument rien à voir, quoi. Après, bon, c'est pas le même match, etc. Et je pense que Rennes a joué foncièrement différemment que Lille. Il y a eu, comme l'a dit Pierrot, beaucoup plus de centres aussi euh, aériens avec Lille, donc ça joue aussi. Mm. Donc, on parlait l'année dernière, donc Laporte notamment, qu'il avait peut-être besoin d'être accompagné par un défenseur qui allait sublimer et à la fois sublimer toute la ligne défensive et rassurer tout le monde.
Talbi, quand il arrive, on parle de sérénité, mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Pierrot, qu'est-ce que tu en penses de son adaptation? Il gravise les échelons de match en match. Adaptation rapide. C'est le joueur, qu'on avait besoin de ce profil-là. Tu vois qu'il a une âme de leader. C'est lui qui prend. C'est lui le leader de la charnière. Laporte, c'était ce qu'il avait un peu. Il avait un peu de mal à être le leader de cette charnière et il le fait très très bien. Et c'est un joueur qu'on cherche depuis 2-3 saisons maintenant, très fort dans les duels aériens, qu'on n'a pas eu avec Moritz Jens l'année dernière. C'est à peu près le même profil c'est à peu près le même profil de joueur, sauf que il y en a un qui s'est pas adapté à Lorient et un qui s'adapte tout de suite et qui montre que c'est un patron. C'est pas pour rien qu'il est international, qu'il va jouer la Coupe du Monde, qu'il est indéboulonnable en sélection. Alors moi, je connaissais pas avant qu'il arrive, hein. Mm. Mais quand tu vois son parcours et ses stats avant qu'il vienne à Lorient, tu te dis, ah ouais, c'est quand même une belle trouvaille. Et franchement, enfin, ça se voit sur les matchs, il dégage une sérénité. Moi, je suis au stade. Franchement, entre lui et Mvogo, Kaloulou, je suis quasiment jamais inquiet défensivement. Je sais que tout va bien se passer et je sais qu'on va pas faire d'énormes boulettes comme à chaque fois. Et là où j'ai remarqué quelque chose, c'est que sur la charnière, je crois qu'ils sont à un carton jaune pris en 9 matchs, chose où l'année dernière c'était un par match en moyenne. Donc non seulement ça relance bien, ça fait pas de faute. Et non, franchement, on peut pas mieux rêver pour l'instant que cette charnière-là. Donc, vas-y, Raph. Ouais, et puis au-delà de ça, tu as vraiment une qualité à la passe. C'est parmi les défenseurs celui qui est le plus sobre à la passe. Tu as vraiment un très beau taux de réussite à ce niveau-là. Et même sur les sélections de passes, sur le jeu long, il est assez qualitatif là-dessus. Mais on garde un Julien Laporte qui, lui, sur le jeu très long, et je sais pas si en tout cas, ça a l'air d'être une force et c'est une sélection de passes aussi de son côté qui est souvent utilisée. Il trouve beaucoup plus le tir offensif à la passe que Talbi. Je pense que Talbi relance beaucoup plus court. Il préfère jouer aussi entre les lignes, mais Laporte reste très intéressant sur le jeu très long de transition pour aller chercher tout de suite l'attaque avec un très beau taux de réussite aussi à ce niveau-là. Donc c'est à notifier, hein, juste pour que vous ayez la stat en tête, c'est qu'il y a seulement 4 ballons que Talbi a balancés dans le tiers offensif, et c'est 18 pour Laporte. Donc l'écart est quand même très important. Donc ça montre aussi qu'ils ont des registres à la passe très différents, et finalement c'est assez complémentaire. Les deux sont percutants et performants sur les duels aériens, ça c'est cool, ça fait un peu une no-fly zone pour Lorient. Et Pierrot a raison, en soi c'est beaucoup plus propre qu'à l'accoutumée. Et puis même la sérénité se dégage. T'es bon à la passe, t'as Kaloulou qui se démarque souvent. Et aussi un dernier point, en fait, on a déjà notifié plusieurs fois, mais en fait c'est la contribution des ailiers à la défense aussi, qui je pense leur ajoute je sais pas, une sécurité supplémentaire en fait, notamment, et très compact dans l'axe. Tu le disais aussi, Lucas, quand tu présentais un petit peu les éléments de la recette Le Brise après ton interview. Tu expliquais que ils avaient une défense à 4 très resserrée. On le voit en fait, parce qu'il y a une contribution défensive forte des ailiers, et ça permet d'être compact. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on est meilleur sur les duels aériens, parce qu'il y a plus de densité et qu'on sort bien sur ces ballons-là. Et aujourd'hui, on va continuer sur la partie tactique. Qu'est-ce que vous voyez comme les faiblesses principales de ce FC Lorient-là? Donc même si on est dans une dynamique assez exceptionnelle, enfin qui est exceptionnelle tout simplement, mais quelles limites on voit en dehors de l'effectif qu'on a pu éviter, qu'on a pu évoquer sur l'aspect quantitatif?
Est-ce que vous voyez des failles et des points que l'adversaire utilise souvent et qui peuvent être préjudiciables par la suite? Pierrot ou Raph, je ne sais pas si vous avez. J'ai commencé, je pense que encore et toujours, ça va côté attaque, ça va cibler attaque adverse, je parle, ça va cibler souvent le côté gauche et Vincent Le Goff, forcément, c'est moins solide défensivement que Kaloulou à droite. Après, je trouve qu'au milieu, il y a des matchs où on se fait un peu balader encore physiquement. Parce que je pense, je pense que il y a là-dessus, c'est là où ça va être notre point faible, mais je pense que le coach travaille sur nos qualités, sur nos points faibles. On repart de très bas. Cette rencontre, on a très peu la possession et ça nous va très bien. C'est un peu une continuité par rapport à ce qu'on avait avant. On avait quasiment jamais le ballon, mais quand on l'avait, on n'en faisait pas grand-chose. Maintenant, aujourd'hui, on l'a pas beaucoup plus qu'avant, mais au moins aujourd'hui, on a réussi à faire quelque chose et on a réussi à avoir une bonne équipe. Après, les limites que je vois par rapport à ce début de saison, je pense que ça peut être en termes de blessures et suspension. Je pense que là, l'équipe est très bien rodée. Mm. Je pense à tous les postes, hein. Et si tu commences à avoir une ou deux blessures à un poste clé, là, ça va devenir plus compliqué, même si la profondeur de banc est un peu plus rassurante que sur les années précédentes. Je sais pas ce que tu en penses, Raph. Ouais, en fait, il y a plusieurs points là-dessus. Si on peut faire force et faiblesse. Alors, tu disais faiblesse, du coup, Lucas, dans ta question. Je pense qu'on a du mal à défendre face à des dribbleurs. On l'a bien vu face à Lens, on s'est fait fumer sur beaucoup de dribbles. Je pense qu'on a du mal encore là-dessus. Mm. C'est une faiblesse pour moi. On a encore du mal sur coup de pied arrêté. Enfin, plutôt défensivement. Ça, c'est encore le cas. Même si c'est de mieux en mieux, globalement, on n'est pas non plus la meilleure des équipes sur les duels aériens, hein. Ça reste encore une Mm. faiblesse au Ouais, global et notamment. on n'a jamais vraiment été inquiété sur des coups de pied arrêtés défensifs jusqu'ici. Alors, du coup, tu me prends un peu de cours, mais je vais regarder ça. Mais globalement, on a quand même subi beaucoup de tirs. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'occasions en tête. On était vraiment mis en difficulté dans ce domaine-là. Mm. Bah, Attends, j'ai plus le match en tête, mais je sais que bah, sur certaines phases, en fait, on perdait nos duels aériens, mais c'était pas forcément. on n'a On pas le été payait pas puni, forcément. mais Ouais, ça, c'est pas. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça n'a jamais eu de grandes conséquences Non. derrière. Tu vois, il y a des duels qui ont été perdus, même par le gardien, hein, mais alors du coup, derrière, c'est jamais eu de on est l'équipe qui concédons conséquences le immédiates. plus de, on est l'équipe qui concédons le plus de tirs sur coup de pied arrêté, 44. Donc du coup, Peut-être que c'est mon mal. ouais, non mais non, c'est sur coup de pied arrêté, hein. D'accord. Coup de pied arrêté. Du coup, j'ai vu cette stat-là il y a deux, trois matchs. Alors c'est clair que on a pris que 3 buts du coup sur coup de pied arrêté au global. Mais ouais, 44, on est quand même enfin très mal placé puisqu'on est dernier sur cette statistique. Donc voilà, c'est juste pour ça et en expected goals against, puisque là c'est contre nous, on est aussi dernier puisqu'on est à 3,4 buts estimés sur phase défensive. Donc ouais, c'est plus cet aspect-là. Et d'ailleurs, quand on voit le classement cette fois-ci sur la partie plutôt action, comment dire, dans le jeu, c'est pas du tout le même classement. Donc ouais, c'était plus par rapport à ça. Donc on concède quand même pas mal de tirs sur ces phases-là. Mais ça s'est moins traduit en but qu'à l'accoutumée. Donc on a encore une petite marge un matelas de sécurité, quoi. Alors peut-être pour finir là-dessus sur les autres faiblesses, on a quoi? Encore du mal hein, mais ça, Pierrot le disait, sur la possession. Clairement, c'est encore fébrile, mais
on a quand même une meilleure utilisation du ballon. Et devant, on l'a pas dit, mais cela c'est plus les forces, mais on tire beaucoup. On retire beaucoup et on est efficace. On retrouve des pourcentages de tirs cadrés beaucoup plus forts. Et je pense que, alors, du coup, c'est une petite analyse que j'ai faite, mais ça prend pas en compte les chiffres du match de Lille. Mais on était numéro 2 sur les X goals par tir. Alors, à quoi sert cette stat? Tout simplement pour voir la dangerosité pour chaque tir créé. Et en fait, on était deuxième derrière le PSG. Donc ça montre aussi qu'on était soit dans des bonnes conditions, soit du coup vraiment très dangereux à chaque fois qu'on était en capacité de tirer. Donc ça veut dire qu'on ne tirait que quand on avait les meilleures chances aussi de la mettre au fond. Donc ça veut dire très peu de frappes aussi de loin, même si on en a fait. Mais ça veut aussi dire qu'on avait la finesse aussi pour avoir les bonnes sélections de tirs. Oui, il y a moins de frappes par dépit comme on en a pu voir Exactement. tellement l'année dernière. Ouais. Mais pourtant, le volume de frappe est pas ridicule. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus qualitatif. Mm. Et on voit des joueurs, par exemple, quand on parlait de Lefebvre l'année dernière, on dit que c'était un joueur qui était pas assez décisif et qui tentait pas sa chance. Même un Ponceau, c'est pas un joueur qui a- enfin, qui est réputé pour tenter sa chance énormément. On l'a vu faire une ou deux fois, une ou deux frappes ce week-end. En fait, c'est peut-être aussi lié à cette confiance. On parle tout le temps de confiance, mais l'épanouissement des joueurs. Chacun est amené à apporter une sorte de liberté créative et chacun apporte son plus. Donc, euh, donc pour l'instant, les matchs valorisent ça. Euh, on va voir par la suite. Mm. Bah, Alors, un dernier point aussi statistique sur la partie un peu faiblesse, c'est que je l'avais déjà explicité lors d'un dernier podcast, mais c'est qu'on on, on est vraiment très bas. On est dernier sur encore l'occupation du terrain et on concède énormément de passes sur les séquences défensives. Donc, la grosse différence entre le schéma défensif Pélissier et le schéma défensif du coup Le Brise, c'est qu'on est un peu plus attentiste avec Le Brise. On n'est pas tout de suite à sortir sur le porteur et à presser tout terrain. On attend, on piège, on récupère et on se relance. Du coup, c'est un système un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça, mais on est plus bas, on attend, on voit un peu on s'ajuste et voilà, ça se ressent aussi sur le taux d'occupation qui est le plus faible finalement en Ligue 1. C'est-à-dire que vraiment on est recroquevillé sur la défense et ensuite on gicle le plus efficacement possible avec deux trois passes en séquence. Mais ça qui est très différent par rapport à la philosophie défensive finalement de Pélissier, parce qu'on pourrait se dire Pélissier défendait beaucoup plus. Oui, mm, mais dans l'occupation, dans la manière dont il gérait le bloc, c'était quand même très différent aussi, quoi. Donc, c'est pas juste une petite subtilité, il y a une grosse différence. donc, on peut parler de cette patience, de cette façon d'aborder le match qui est différente avec ce nouveau staff. Mais est-ce que aussi on peut pas citer par exemple Mvogo, qui est un international, Talbi, le fait qu'il y ait maintenant un cadre des espoirs, malgré un milieu qui est très étoffé avec cette équipe, Ouattara qui s'installe aussi, qui était déjà bien installé, Mofi qui est maintenant régulièrement appelé. Est-ce que justement, en fait, cette exposition un peu aussi à l'international, ça donne plus de crédit individuellement à chacun? Et est-ce que ça se ressent pas sur l'équipe, justement? Pierrot? Ouais, je pense que l'expérience riche de chacun apporte autre chose aux joueurs qui sont restés. Je pense surtout, moi je retiens surtout ça derrière. Enfin, il y a beaucoup de sérénité. Ça se voit, c'est facile, ça se prend pas la tête. Tu regardes les arrêts d'Elvogo. Enfin, franchement, défensivement, ça fait très, 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 très longtemps que j'ai pas vu une équipe du FC Lorient aussi solide défensivement et aussi sereine. Euh, Après, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que le fait d'avoir un nouveau coach, ça rabat toutes les cartes, ça donne une seconde chance à tout le monde.
tout le monde veut se montrer. Et le fait que tu aies des résultats tout de suite amène à avoir d'autres résultats. Le positif amène le positif. Et je pense on est dans ça. L'année dernière, c'était le négatif apporte du négatif. Là, cette saison, c'est le positif attire le positif. Et je pense que, enfin, moi, je l'ai vu à l'entraînement aujourd'hui. Le groupe, enfin, il vit super bien. Il y a une très bonne ambiance. Enfin, ça fait longtemps d'extérieur que j'ai pas vu ça. Et le fait d'être aussi haut au classement, je pense que c'est pas anodin par rapport à ça. Ok. Pour finir sur le match, on avait parlé des entrants face à Nantes. Et aujourd'hui encore, donc c'est donc Le Brice marque le but vainqueur, un super but. Donc voilà, double contact on en a parlé sur une transversale de Kaloulou. Mais un petit focus sur un autre joueur qui est rentré, qui fait pas toujours énormément de bruit, c'est Bonke Innocent. Euh, comment vous l'avez trouvé? Un peu neutre? Est-ce qu'il a su se mettre au rythme du match? Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Bah, je pense qu'il est surtout rentré avec une mission assez simple, bah, bétonner et s'assurer de pas prendre un deuxième but côté lillois. Donc non, il a fait ce qu'il fallait. Difficile de juger parce que franchement, on l'a assez peu vu et je sais même pas s'il touche 10 ballons. Donc, tu vois, bon, voilà, 6. Tu vois, je regardais, c'est 6 ballons touchés. Mm. Donc, comment analyser une performance avec 6 pauvres petits ballons touchés? Après, sur le pressing, il a contribué, mais ça reste quand même très minime, très minimaliste. Sinon, peut-être en ballon récupéré, j'ai quoi à mettre sous la dent. Ouais, il a un peu contribué aussi à ce niveau-là, mais. Il a fait surtout le nombre à rentrer dans un bloc très bas, etc. Et, euh, et on force encore hein, les joueurs à, à se, ouais, à un peu déjouer. Je trouve que c'est notre défense qui, je sais pas, ça doit perturber les adversaires. J'arrive pas à analyser cette partie-là, mais parfois on force les joueurs à rentrer dans l'axe et à les piéger avec notre densité. Et parfois, on les force à rester sur l'aile et à forcer les centres. Et j'ai l'impression que ça, c'est une analyse un petit peu du coach ou du staff en amont pour voir aussi les séquences ou les séquences offensives où l'adversaire est le moins efficace. C'est sûr que si t'as pas de bons joueurs de la tête, etc., et que bah vas-y, hein, tu peux autoriser le centre dans ta surface, tu vois. Donc ouais, non, rien à dire sur Innocent, parce que concrètement, 22 minutes, un peu, un peu complexe. Ouais, je pourrais pas avoir d'avis là-dessus. Moi, je rejoins plutôt Raph, il est rentré vraiment pour faire un boulot défensif et essayer de garder le 1-0 à ce moment-là, ou le match nul, je sais plus à quel moment s'il rentre avant ou après le but. Moi, je vais plutôt revenir sur le peu de temps que Koné a eu. 5 minutes. Son entrée est décisive, hein, clairement. Il a su garder les ballons que Mofi avait du mal à faire sur ce match-là. Et c'est lui qui arrive à tenir la balle sur 3-4 joueurs qui la remet derrière et qui amène au final au but. Donc les deux entrées sont décisives, Koné et Lebris. Et celle d'Innocent est également importante dans le fait de bétonner défensivement parce que mine de rien, bah, tu prends que un but alors que tu aurais pu en prendre beaucoup plus en infériorité numérique. Donc c'est de bonnes entrées. Après, dommage qu'elles soient pas faites plus tôt, je trouve, pour certains joueurs. C'est mon seul bémol que je trouve chez Monsieur Lebris encore. Et puis la première minute de Christian Matsima, qui a fait première entrée. Une petite minute. Mais ouais, mais après, Koné, il a surtout pesé sur son jeu de position. Parce qu'en fait, il a touché que 2 ballons. Donc en 5 minutes, c'est un peu Oui, mais compliqué. quand tu joues en infériorité numérique, je pense que c'est un joueur que tu dois faire rentrer
Ouais, complètement. Parce que comme je t'ai dit, il prend le temps de cerveau restant des défenseurs adverses et clairement, bah, le Brise, il a qu'un joueur à éliminer pour aller au but, pas Ouais. deux. Et ça change tout. Petite pensée pour le rein de Zedatka qui traîne encore Ah, sur le il a tout pelouse. perdu là-bas. Il a tout perdu. Il a une côte, un rein, un tibia, tout ce que vous voulez, le genou, les chevilles surtout, quoi. Ouais. Putain, Donc, à vitesse réelle, enfin, moi j'ai hurlé hein, sur le but, c'était incroyable. Mais c'est vrai que tu vois, Le stade s'est carrément levé au moment du double contact, hein. ah mais c'est sûr, enfin clairement, mais tu deviens complètement taré. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que ouais, le latéral, il est assez mal placé. Et le ballon de Kaloulou est vraiment bien dosé, très en cloche. Tu vois le latéral regarder le ballon, il le perd des yeux. Du coup, en fait, il essaye de cadrer, il sait plus où le ballon est. Du coup, il perd l'initiative. Et là, le geste ultra juste, double contact, la claque. C'est fini. Et d'ailleurs, tu vois le body language à la fin, tu vois le latéral souffler, les deux mains sur la tête. Tu sens que ça va être pour lui à la fin du match parce que non, vraiment, il s'est fait enrhumer de fou. Et puis on voit, hein, il tire le Brise, il tire en rupture, ça passe entre les jambes du gardien, mais c'est un peu touché. La réussite maximale, quoi. 87e minute. Et puis la joie du collectif avec Mofi qui fait un 50 mètres en 5 secondes pour aller féliciter l'ensemble du groupe qui avait entouré le Brise. Non mais c'est fou quand même, c'est fou. Et puis les commentateurs de Prime Video pour le sans coup. flamme. Je sais pas qui gueule, si je crois que c'était Obraniak et Ismail. Smaïl. Ouais, qui fait le brise, le brise, le brise, le brise. Réécoutez, c'est incroyable. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ouais, donc, je En plus, voulais c'était parler. son anniversaire la veille, je Juste la crois. veille, ouais. Ouais. En tout cas, ce Ah, Bah, sera c'est c'était une. bien. il y a En gros, longtemps. on parlera peut-être moins de Théo Lebris comme le neveu d'eux, mais au moins, il claque son petit but, premier en Ligue 1. Ah, ça Ça veut fera lui un peu faire moins du jaser. bien. Donc, je voulais évoquer l'ambiance pour finir, mais vous l'avez très bien évoqué. Donc, on va La pouvoir. Bambera, comme dirait Pierrot. Ça, est-ce que le Mousseur est en train de se transformer? On se posera ça peut-être au prochain épisode. Mais avant, on va évoquer le match de Brest, un derby important, un derby qui est tout le temps attendu. Euh, donc Brest qui arrive dans une série assez négative, on en arrive en pleine confiance. Donc l'intérêt, ça va peut-être être de ne pas arriver avec un surplus de confiance trop important. Comment vous abordez ce match? Brest qui est une équipe un peu volatile, on les a vus faire des gros scores, comme complètement coulés. Est-ce que vous les voyez capables de réagir face à nous? C'était le cas l'année passée, hein. Au moment où on les joue à la même époque, ils étaient au fond du trou. Et c'est contre nous qu'ils ont lancé leur saison. Alors, je suis pas sûr que ça sera la même cette année. Pour avoir regardé les quelques matchs de Brest, malheureusement pour eux, c'est un peu le néant. Franchement, y a rien qui va. Y a rien qui va chez eux défensivement. Ils sont à la peine. Offensivement, c'est pas terrible. Honora, c'est l'ombre de lui-même. Pourtant, c'était un très bon joueur. Bon, maintenant que j'ai dit ça, il va se réveiller ce week-end. Mais non, franchement, faut prendre match après match. Là, c'est un derby. Tu te dois d'aller les taper, peu importe ton classement. Tu vas chercher un résultat. Après, est-ce qu'il y aura un parquage lorientais? Est-ce que, voilà, déjà, non, en principe, il n'y aura pas d'ultra brestois, donc tu seras entre guillemets à domicile. Le public sera derrière toi. Non, et puis t'es en pleine confiance, donc je vois pas pourquoi ça devrait s'arrêter d'un coup contre eux.
Eux vont chercher vraiment à nous faire chier mais je les vois pas, je les vois absolument pas gagner dimanche. On parlait d'un faible temps de jeu pour certains joueurs. Alors, est-ce que pour garder un groupe concerné, même si on l'a déjà évoqué quelques fois, est-ce qu'il va peut-être commencer à avoir un certain turnover à un ou deux postes, où on garde cette confiance, ce bloc, cette dynamique qui marche très bien depuis maintenant de nombreuses semaines, Raph? Bah, peut-être déjà pour analyser rapidement le temps de jeu là-dessus. Bah, en fait, tu as 9-10 joueurs qui sont au-dessus de 700 minutes, donc les plus utilisés. Ça va de Mofi jusqu'à Kalou. Puis après, on a 3-4 joueurs qui se détachent en temps de jeu. On a Diarra, Lebrise, Innocent, Ponceau et Lorienté, même si maintenant c'est terminé, qui sont entre 200 et 300 minutes, grosso modo comme s'ils avaient joué 3 matchs pleins, 3-4 matchs pleins. Puis après, tu as le reste. Tu as Koné, 160 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Mm. Darlene, 40 minutes, Kathleen, 34 minutes, Washish, 19 minutes, Doucouré, 8 minutes, Bouagard, 2 minutes, Gribic, 2 minutes, Matsima, 1 minute. Ça fait vraiment très très peu, quoi. Donc, bah, va y avoir un peu de rotation avec l'exclusion, enfin la suspension de Ouattara. Ça va permettre à d'autres joueurs de rentrer, notamment sur les ailes. Donc on verra plus de temps de jeu pour Kathleen, sauf dinguerie dans le match à Le Blé, probablement. Donc soit en titulaire, soit en remplaçant. Donc il aura au moins une trentaine de minutes, je pense, un truc comme ça, 20 ou 30. Peut-être plus de Koné aussi, en fonction de l'état de fatigue et de la physionomie du match. Je pense que face à une défense costaud, je sais pas, mais en tout cas une défense brestoise, en fonction du contexte de match, je pense qu'il aura plus de temps de jeu que face à Lille où on était réduit. Je pense que Koné n'est pas rentré aussi vite face à Lille aussi par rapport à la profondeur. Mais bon, après, moi aussi, je pense qu'il était un peu émoussé à la fin. Mais donc non, c'est et puis je crois que c'est quoi? C'est pas Exter pied droit à Bergel but de Koné à Francis Leblay l'année dernière. Donc Si, euh, c'est ça. ouais, donc du coup il peut peut-être se rappeler. C'était les débuts du Super Sub hein, au final. Donc ça là-dessus ça peut être pas mal. Donc non là-dessus, enfin par rapport à tout ça, on s'était déjà dit les blessures, les suspensions et la rotation de l'effectif, ça va être un élément clé. Euh, Là-dessus, en gros, on a quoi en rotation? On a Le Brise, on a Ponceau qui a l'air d'avoir récupéré la place de numéro 10. Si on fait descendre du coup le fait en 8. Globalement, sur les ailes, on a Kathleen qui vient challenger Diarra. Maintenant, Diarra a l'air d'avoir lock un peu sa place. Est-ce que Washish va avoir. Alors, je sais pas l'état de forme de Washish, parce qu'il avait pépin physique. Ouais. Il est de retour de blessure, il s'entraîne Ouais. encore à part de l'effectif. Et puis, on a vu Doucouré aussi, un petit Et, peu. incertitude, donc Ouais. Kaloulou aussi, Ouais, qui est à malade voir. visiblement, donc à voir comment on gère ça. Donc soit Silva, soit Silva. Je Mais sais. Ouais, je sais pas franchement. si, c'est Ah ouais? de ce que j'ai vu depuis le début de saison, même dans les matchs de prépa, c'était lui le backup de Kalulu sur le poste de latéral droit, donc Ok. ça me choquerait pas, ça me choquerait pas de le voir, mais après, je crois que Kalulu, c'est pas une blessure physique, je crois que c'est une maladie, donc c'est pas, je pense qu'il pourra tenir sa place dimanche, je pense Mm. que ça devrait le faire. Euh, Tant que c'est après, pas le Covid et qu'on se bouffe pas un nouveau cluster. non, je pense pas. Et après, je te rejoins sur les rotations, tu vas en avoir très peu. En défense, tu vas voir Maxima. Après, au milieu, tu vas voir Bonke Innocent. Sur les deux ailiers, ça va être souvent Lebris, Kathleen ou Diarra. Et après, devant Koné, donc tu vas avoir toujours 4-5 joueurs qui vont être des finisseurs, je pense, de Mm. match.
Je pense que le 11, tu dois pas le changer jusqu'à temps que tu perdes, enfin que tu commences à faire 2-3 contre-performances. Tant que tu performes et que tu gagnes match après match, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne, quoi. Est-ce que tu serais en train de dire que ton très cher Autrichien va rester à 2 minutes de jeu pendant un petit moment? Mais je l'ai déjà dit, même si ça me fait chier, Garbage, pour moi, il Le aura pas sang. beaucoup plus de temps de jeu que ça et ça va partir, ça va partir cet hiver. Ouais, c'est probable. Mm. Mm. Tu peux Donc, pas, est-ce que même si le la joueur a dynamique. l'air heureux, le gars peut pas rester indéfiniment sur le banc et jamais rentrer. Ouais, mais t'as Déjà, vu sur les. Alors, bon, t'as pas vu parce que t'étais pas devant la télé, t'as eu la chance d'être au moustoir, mais en tout cas, sur plusieurs plans, notamment à la fin du match où tu vois le banc frémir avant le coup de sifflet, franchement, il est là. Il est là, il a le et sourire, oui, et oui, c'est il est dingue. là. C'est la C'est célébration, ça, Ouais, il c'est il est était ça qui est là. impressionnant, c'est Ouais, que ouais, ouais. t'as l'impression qu'il est beaucoup plus concerné que l'année dernière alors qu'il joue Alors pas du qu'il a tout. 2 minutes de temps de jeu, tu vois, alors que. Mm. Ouais, c'est fou. Et tu vois, c'est pas, enfin, j'adore ce joueur, mais déjà, même Koné, il joue pas beaucoup, alors qu'il y a enfin, voilà, et Doucouré, je pense que c'est pareil. Je pense que lui, il est recruté pour faire la passerelle N de Ligue 1. Mm. Donc, je pense que son objectif à court terme, c'est pas de jouer en Ligue 1. Donc, à quelques occasions, si blessure, suspension, tout ça. Je pense pas que c'est un joueur qu'on va revoir souvent jouer. Tu vois, il va être dans le groupe tout le temps parce que il a sa place dans le groupe. Et je pense pas que ça va être un joueur qu'on va voir et qui aura beaucoup de minutes comme Garbage. Et t'annonçais Meïté, est-ce que finalement un Younghwa peut pas peut-être se placer sur le couloir droit? Enfin, je sais que c'est pas trop son poste de prédilection, mais ça peut peut-être Euh, dépanner aussi. ça peut se tester, hein. C'est pas on l'a très peu vu, donc je sais pas s'il a un bon pied droit, donc mais ça peut se tester sur un match, même si, comme je dis, je pense que Kaloulou sera là quand même dimanche. Enfin, j'espère. Mais C'est fou d'ailleurs, hein, ce début de saison, franchement, ultra solide, hein. Encore une autre passe D à son actif. Franchement, ah bah, il a réussi plus de centres que Mendes dans toute sa carrière déjà. Donc, c'est dur. c'est le C'est jour et dur. la nuit, hein. Mm. Franchement, hein. Puis tous les centres qui amènent à un but, enfin, ouais, Bah, sur les passes clés, c'est appréciable. sur les passes clés, Le fait 23, Ouattara 12, Kaloulou 10. C'est ouf, hein. Top 3 quand même. Top 3. C'est Et, appréciable. si tu... Et le Goff n'est qu'à 2, alors que Kaloulou est à 10. Mm. Avec beaucoup de variété aussi dans son jeu. Ouais, Comme ouais, on peut le carrément. voir, sa transversale, il fait une transversale à l'opposé, donc pour le Brice. Des fois, on le voit faire des centres un peu Au à la cordeau. Jonathan Mm. Klaus, on va dire pas au niveau médian, mais en tout cas pas dans le dernier tiers. Donc des À la centres un peu Sagnol, plongeants. comme tu. T'es peut-être C'est trop ça, jeune. oui aussi, notre référence. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de variété et une des clés de la relance. Donc encore un point positif. Donc réponse dimanche pour savoir si on verra la première d'Igor Silva cette saison. Peut-être un petit point d'alerte aussi quand on parlait des duels aériens à propos de... Donc le numéro 9 sera Islam Slimani normalement du côté brestois. Donc on pourra juger si notre analyse sur les duels aériens tenait la route. Donc on va peut-être pouvoir passer sur les questions. Est-ce qu'on en a eu, Pierrot, cette semaine, euh, ou est-ce qu'on a déjà un peu tout évoqué ensemble? Donc pour le match de Brest, quels sont vos pronostics? On va commencer par Raph. Comment tu le... Après, je peux pas trop m'avancer sur le pronostic parce que j'ai Pierrot qui me colle au cul sur le classement de, de l'Orienté du Sud, donc je vais pas donner mes tuyaux. Non, je rigole. Je pense que courte victoire, ce serait incroyable de continuer sur cette série. Ce serait un record absolu du coup pour le FC Lorient parce que ça ferait une sixième victoire d'affilée. Je sais pas quel est le record en Ligue 1, toute équipe confondue, mais bon, je pense qu'on on a quand même un peu de marge, probablement. Mais non, peut-être un petit 1-0, un truc comme ça. Ok. Moi, je vais Pierrot. partir sur un 3 à Lorient. Ok, donc on est encore
très positif aux abords de ce match. Et toi, Donc Lucas? moi, déjà, comment? Ton pronostic? Ah oui, j'allais le dire. Tout le monde Alors veut moi, je suis savoir. souvent négatif et je vais continuer parce que ça marche bien. Donc moi, je vais dire un partout. D'accord. Voilà, un match à part. Brest qui va se sublimer et on Et va se Lucas, c'est casser quoi les dents. ton merlu de ce début de saison? Enzo le fait. Pourquoi? Parce qu'il exprime son plein potentiel, j'en parle depuis des années, et puis là je revois vraiment ce que j'aime chez lui et sa créativité. Lucas se Il, rappelle quand il donnait il le peut, il biberon peut à enfin Enzo. dire, je l'ai vu au tournoi 2013, c'est Bako, lui, ça va être un crack. Là j'étais un peu jeune, hein, j'étais pas encore scout à cette époque-là. Non, mais vraiment, on attendait tous ça parce que c'était un joueur qu'on décrivait comme avec toutes ses qualités et on avait du mal à le voir sous Pélissier. Donc c'est l'aboutissement cette saison, il faut que ça continue, mais en tout cas, voilà, il confirme les espoirs qu'il Ouais. demandait et la confiance qu'il demandait à l'équipe. Moi, c'est presque sa palette défensive qui m'impressionne le plus, au Oui. final, aujourd'hui. Parce qu'on savait qu'il était capable de fulgurant sur la partie offensive, mais là, ouais, sur la partie. Enfin, en gros, c'est vraiment clé de voûte à ce niveau-là, parce qu'il est aussi compétent et performant d'un point de vue pressing, récupération et Mm. utilisation du ballon et placement sur la partie défensive. Et aujourd'hui, il a quasiment la totale palette en capacité à moins perdre de ballon aussi, à distiller les ballons et à se montrer décisif, notamment sur coup de pied arrêté. Bon, comme j'avais déjà dit, faut continuer à travailler les corners. Mm. Ouais, pour finir dessus, c'était déjà un joueur qui récupère des ballons, mais ouais, quand tu parles de pressing, alors il faudra vérifier la stat, mais je crois que c'est le troisième joueur qui presse le plus pour l'instant en Ligue 1, en tout cas sur des courts pressing. Donc voilà, c'est une adaptation de son jeu et c'est intéressant. Donc, on va pouvoir passer aux questions des auditeurs. Pierrot, est-ce que on a déjà tout évoqué ou est-ce que tu nous trouves des pépites? Pierrot n'a plus de micro. C'est bon, me revoilà. On avait une question sur Twitter de Yetuk. On va parler des choses qui fâchent. On a tendance à craquer à la mi-saison physiquement. On tient combien de temps à ce rythme? Voilà, pour l'interrogation. Excellente question. De toute façon, on avait déjà mis ce sujet de l'intégrité physique et du physique, tout simplement, et de l'énergie des joueurs. On l'avait vu aussi sur la séquence de 5 rencontres je sais plus en combien de jours, mais avec des matchs très resserrés, avec le match de Lyon qui avait été repositionné dans une séquence déjà dans une séquence de matchs resserrés. On a vu que certains joueurs avaient tiré un peu la langue, donc là, la trêve a, je pense, rechargé quand même un petit peu les batteries. On va avoir une saison aussi un peu bizarre avec une grosse coupure. Je sais pas si c'est un mal pour un bien. Peut-être qu'on arrivera à mieux s'en sortir ou qu'on n'aura pas ce trou-là. On refera une autre prépa physique. Après, on aura beaucoup aussi d'internationaux en dehors de l'effectif, mais il y aura peut-être une reprépa physique. Je pense que les clubs ont revu leur manière de travailler sur cette mi-saison parce qu'il va falloir Ouais, Ils probablement. auront, Ouais. de ce que je sais, ils vont avoir une semaine de vacances après le dernier match de la première partie de saison, une semaine, 10 jours, et ensuite ils reprennent une prépa un peu complète jusqu'à mi-décembre, quoi. Ouais, Enfin, jusqu'à bah, je Noël. crois qu'on rejoue le 28, je crois, un truc comme ça, 28 décembre, Ouais, Montpellier. 27 ou le 28, donc ça te laisse Mm. grosso modo, tu finis c'est autour du 13 novembre, donc ça te laisse un mois de prépa avant le premier match. Mm. Sachant que je pense qu'il y aura sûrement un ou deux matchs amicaux par-ci par-là avant de revenir. Donc à voir. Mais ouais, Ok. c'est vrai que c'est vraiment une saison très bizarre et d'habitude on floppe souvent en novembre-décembre et là, comme on a quasiment aucun match, c'est tout bénef pour nous. Alors, est-ce que tu avais d'autres questions, Pierrot? J'avais une deuxième question de Ulrich Lepé sur Twitter. Vu le calendrier à venir, où pensez-vous que notre série va se stopper? Brest, Reims,
ou 3 points d'interrogation. Ah, Pierrot a une grosse théorie là-dessus. Par contre, moi, je suis sûr qu'on perd à 3. C'est Le chat la noir. tête noire, on se fait souvent chier dessus contre eux. Pour moi, c'est sûr, on perd là-bas. Alors Ah, de que toute façon, tu peux les là. taper tous les jours. Ouais, Mais ouais, ça, c'est notre ouais, histoire. ouais. Puis là, en fait, au final, on va jouer des équipes qui n'ont vraiment pas forcément prouvé grand-chose en ce début de championnat. Brest, Troyes. Du Reims. coup, ouais. Reims aussi, qui est pas, c'est pas folichon, quoi. Il te reste après Nice à jouer, qui est pas le Nice attendu cette saison. Bon, il te reste Paris à jouer, mais là, j'en parle même pas. Tu finis par Strasbourg, qui est Ouais, vraiment c'est dans le méconnaissable. dur. Ouais, ouais. Mais je sais pas si c'est un manque de réussite ou si on va pas parler de Strasbourg 107 ans, mais c'est fou de se dire ça jouait les places européennes et cette année, pouh, fou. Mais après, ce qui peut être intéressant à regarder aussi vis-à-vis de ces équipes-là, c'est la manière dont on joue. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Clermont, Lille, Lyon, Rennes, Lens ou toute autre équipe qu'on a pu jouer depuis le début de saison, on a concédé la possession. Le moins, c'était face à Toulouse, je crois. Mais même face à Clermont et même face à Ajaccio, on avait clairement moins le ballon. Donc, est-ce que face à Brest, est-ce que à domicile face à Reims, on va montrer peut-être un petit peu autre chose? Ou est-ce qu'on restera sur ces fondamentaux-là? Je sais pas, à voir. Mais moi, c'est juste ça mon petit pari de cette poule aller. C'est est-ce qu'on va afficher autre chose que ce jeu de transition léché de Régis Lebrise? C'est sûr. Mm. On C'est va, pas un petit 4-4-2, Pierrot, avec Koné et Adrian, là, quand Mofi sera cramé. Tu veux En pas? Coupe de France, on l'aura peut-être, mais c'est tout. C'est ça, c'est ça. on Et va, après, j'ai pas d'autres questions pour aujourd'hui. eh ben, ça va sûrement être l'heure du quiz. Euh, un quiz un peu différent de habituellement. Je voulais changer parce que voilà, il Ce commence que à y tu avoir un viens, peu c'est de trop. la merde, t'as raison. C'est quoi? Parce que c'est parce que t'en as marre des quiz ou tu perds tout le temps ou c'est quoi? Pourquoi tu veux changer? Ah non, mais je voulais apporter ma petite touche à Ah, je l'émission. comprends. Ok. Et puis voilà, tu commençais à remonter, les débats commencent à être un peu équilibrés. On va remettre un peu de piment. Ah Donc non, ça va mais être non, peut-être non, un peu Pierrot, il a court. quand même, enfin, les débats équilibrés, faut quand même valider un très gros point, c'est que Pierrot est très compliqué à battre en quiz. La dernière fois, j'ai gagné parce que globalement, les questions étaient sur des vieux joueurs, quoi. Donc, j'ai joué la carte vieillesse. Ouais. Donc là, on va être sur un quiz assez différent, mais on va voir. Alors, première question de rapidité. Sans compter cette saison. Combien a-t-on joué de saisons dans l'élite? 12. 15. Bonne réponse de Pierrot. Un Ouais, bien point. joué. Seconde question. Encore une stat. C'est pour toi. Quelle est la plus grande défaite à domicile du FC Lorient sur les 5-0. 15 dernières années? Non. Il n'y a pas eu un 6-1. Alors non, je fais une petite pause. Alors là, ça peut être de la rapidité. C'était une défaite face à Bordeaux. Ah, un 5-0. Non, non plus. Ah, mais je l'ai dit, 5-0. Enfin, un 4-0 du coup. 4-0? Bon, est-ce qu'on l'attribue ce point? Oui, on peut. Bon, allez. Ouais. Je crois que j'étais à ce match, c'était pas en 2012-2013 ou un truc comme ça. Si, je crois. Ouais, donne le point à Pierrot, il le mérite. On Il, passe me sur il me il me semble que j'étais à ce match-là en plus. Un match magnifique. on joue la saison 2015-2016. On va parler à toute compétition confondue. Oula. Quel est le meilleur buteur sur cette saison-ci? Oh, putain, je suis trop nul sur ça. 2015-2016, Mukanjo. Non.
Putain, je suis même peu j'arrive pas à sortir l'effectif de 2015-2016, je l'ai même pas en tête. Ouais, quels attaquants on avait qui entouraient Mukanjo cette année-là Bah, il y avait quoi, Waris à cette époque-là, ou quand je Waris, mais- Guerrero? Non. Alors, quelle est ta réponse, Raph? On va faire un par un. Bah, à dire. Non. Donc, Mukanjo a fini avec 13 buts. Alors, un petit indice, Ah, c'est pas Jeannot? c'est Jeannot. Ouais, c'est Voilà. Jeannot, bah ouais. Ouais, J'allais parce dire que Ouais. passer par, en par Coupe le de France, Coupe de la AS Ligue, il en avait Vernet. marqué pas mal. Il a C'est fini pour avec ça, 14 buts, toute compétition. Et notamment du en coup, Coupe c'est de quoi France. après? Tu les as ou pas? J'ai juste Jeannot avec 14 et Mukanjo avec 13. Parce que D'accord, t'as pas le. de mémoire, Jeannot, il met 8 buts en championnat cette saison-là, et c'est pour Je ça pense. que et je sais qu'il en avait mis pas mal en coupe. Putain, mais tu sais que j'ai même plus l'effectif en tête. Putain, On continue. C'est une question très récente. Alors, ça, c'est une question qui me tient à cœur. Donc, le fait. Régis Non, je Lebris rigole. a atteint l'équipe première cette saison. Donc, il était à la fois entraîneur de l'équipe nationale 2 et directeur du centre de formation. Qui l'a remplacé cette saison au poste de directeur du centre de formation? Bah, c'est pas ton gars là, comment il s'appelle là? J'ai un trou de mémoire. Ah, si, je vois c'est qui, mais j'ai pas son nom là. Il a des cheveux longs là. Oui, c'est ça. Et des cheveux longs gris et tout. Là, j'ai. C'est pas Franck Boyer ou un truc comme ça? C'est Frédéric. Non, vous l'avez pas. Ouais, j'ai pas. Frédéric Bodino. Ah, tu vois, j'avais les bonnes initiales, mais j'avais pas les. Et Il était directeur tu l'as du. pas croisé aujourd'hui, Pierrot, à Carrie? Je crois pas. Ok. Mais je vois c'est qui de base. Donc, il était directeur du centre de préformation. Et là, il l'est encore. Il fait les deux postes puisqu'ils n'ont pas encore trouvé de remplaçant, à ma connaissance en tout cas. Bah, postule, Donc, Lucas. comment? Postule, Lucas. J'ai postulé, j'ai pas encore eu l'entretien. Donc, on continue avec une question un peu spéciale, mais on va voir si. Encore sur les jeunes? Non, 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 je donc rigole. c'est encore une date. On, on a eu 4 logos dans l'histoire du FC Lorient. Ouais. Est-ce que vous sauriez citer la date d'arrivée du dernier 26. logo? Ah, du dernier, 2011. 2018? Non, c'est beaucoup plus avant. Attends, donc le vieux Poiscaille là, du coup, 2006 peut-être? Non, le dernier logo, quand est-ce qu'il est arrivé? 2011. Avant. 2009. Avant? Voilà. Ouais, à toi, Raph. Non, bah je sais pas, moi j'ai dit 2006 tout à l'heure, j'ai dit 2008 alors à ce moment-là. Enfin, Ouais, ça va être un juste prix, on va dire après, du coup. C'est 2010, mais Ouais, je sais que c'est 2010, dans c'est ces ça. eaux-là. Ouais. Bon, après, voilà, il y a eu trop de tentatives. On Non, va quoi. En passer. plus, c'est con, j'ai vu l'infographie, il y a pas si longtemps que ça avec les vieux logos, etc. Mais c'est quoi du coup la date? Du coup, c'était 2010, c'est ce Ah, que ok. Pierrot a dit Ok, à la ok. toute fin. Ah, je sais que c'était fin dans ces eaux-là, mais j'ai pas. Putain, je suis nul sur les dates, j'ai dit 2016 quoi. Oh là là, Mm. catastrophe. Donc cette fois, on va passer à un joueur avec, donc je vais dérouler sa carrière petit à petit. Ça peut être assez rapide, ça peut être très rapide. Mais comme Julien en a dévoilé déjà beaucoup trop, on va peut-être se répéter. Alors, je suis finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors, ainsi que de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2015. Je découvre le monde professionnel avec le KV Courtrai. Je suis milieu de terrain. Mofi. Non, je suis milieu de terrain. Ah, pardon. Euh, J'ai même pas eu. En 2018, je quitte le KV Courtrai pour Châteauroux, où je vais y jouer une saison. Je suis un milieu avec des caractéristiques plutôt offensives puisque je joue 35 matchs avec 11 buts à mon compteur. Je commence ensuite la saison avec mon club de Châteauroux en effectuant 7 matchs. Puis je suis prêté un an Moulumba? au FC Lorient. Comment? Moulumba? Non. C'était en 2018-2019, donc beaucoup plus récent. Donc j'y joue une saison en jouant 20 matchs sous Michael Landreau. 20 Je, matchs. je retourne ensuite dans mon club, mais je vais Ça? le quitter. Oui, c'est ça, Sivissa. Donc je vais quitter le Châteauroux pour le Nîmes Olympique et y disputer 48 matchs pour un but. Je me rappelle, ça fait tout un sketch pour le recruter. Alors,
Avant suis la fin passé du au, mercato, on l'a recruté le 2 ou le 3 septembre en je suis joker passé au médical travers. pour en plus un joueur éclaté, quoi. Mais moi, Alors, j'ai oublié qu'il jouait à Châteauroux. Je croyais qu'il était à Nîmes avant de venir chez nous, mais en fait, non, c'était après. alors, dernier joueur, même si peut-être que les jeux sont faits. Ah bah Ouais. là, il y a Mais 5-0, il y a 4 ou 5-0. Je reprends ma place. allez, ce match, ça vaut 3 points cette dernière. C'est peut-être juste pour toi, Raph. Ce sera juste pour l'honneur. Ah, merci. Alors, je suis formé à Lyon. Donc, on est en 1996 et même avant. Oh là, c'est pour ça qu'il Donc, dit je c'est suis pour formé à toi. Lyon et ensuite je rejoins Guingamp à l'âge de 21 ans. Je joue en première division, je fais 6 apparitions, dont 2 titularisations. Et je vais jouer 124 matchs pour 44 buts avec Guingamp. Ensuite, je rejoins le Paris Saint-Germain entre 2002 et 2004. Je viens intégrer donc le secteur offensif du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Fernandez. Je vais ensuite faire quelque chose qui va beaucoup chagriner mes supporters et je vais rejoindre l'Olympique de Marseille entre Ah, Fernand 2004 Torres. Furez, ouais. et c'est 3 points de plus pour Je, Pierrot. je l'avais, mais j'étais pas sûr. J'attendais la suite de la Ah, le carrière. Marseille, c'est sûr. Mais ouais, Ouais, Paris, c'est con. Mais Marseille, Paris-Marseille, on n'a pas des millions. Enfin, quoique, Ouais, j'ai si, peut-être pas fait assez de DU, détails ouais, t'en sur. fais quelques-uns quand même, mais celui-là, c'est Édouard vachement Cissé, pris. DU, il y a quoi d'autre? Furez, Donc il rejoindra ensuite le Lorixana, Qatar, Gabriel Heinze. Je sais plus, bref, ouais. le Qatar Al Rayyan, pour ensuite jouer une saison avec le FC Lorient pour 8 matchs. Pour claquer un doublé au parc et rien faire derrière. Merci à lui. C'est ça. Et finir à Amiens et Troyes. Donc une fin de carrière Incroyable. sera très vite oubliée. Donc victoire de Pierrot. Ah, mais... C'était mon premier quiz, c'était peut-être pas assez fluide, mais ah je non, sais pas si, si c'était très bien. tu aurais pu faire mieux, Raph, quand même. Ah non, j'étais nul. J'étais nul. Nul. Zéro. Il a repris son niveau habituel. Donc, Pierrot reprend sa couronne. On va peut-être mettre en place un compteur cette saison pour savoir Bah, où en sont 1-1, chacun du coup. Il y en a fonction des 1-1 là. Il participations. y a 1-1. Mais sinon, on fait juste un compteur entre Pierrot et moi. Mais après, c'est... C'est vrai. Mais voilà, maintenant, si je commence à Bon, être je animateur, pense, je peux pas être partout. je pense avoir plus de victoires cette saison que Kams aura de bonnes réponses. All time. De bonnes réponses. Ouais. Cam, qui aurait dû être avec nous, mais qui a déclaré forfait Mais sur il la fin. préfère aller à la foire au vin de je ne sais plus où. C'est Ah là alcoolique. là. En tout cas, ça a fait un duel acharné entre vous deux. Une Non, pas victoire du tout. écrasante. Voilà, victoire Donc on va écrasante. finir là-dessus. Messieurs, on se retrouve très vite. Alors soit après Brest, mais ce sera sûrement après Reims. Ah oui, Reims. la réception de Après Reims, ouais. Reims. Reims. Donc merci de nous avoir écoutés et à très vite. Salut les gars. Bah, Salut. merci Lucas. Ciao, ciao.